Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Balafon Télévision. Nous sommes en direct à la télé et sur nos plateformes numériques. C'est le grand plateau qui démarre. Paul Biya est-il menacé par les départs de ses alliés en 2025? Depuis 1997, Bello Bouba a été un soutien fidèle du président Paul Biya, incarnant une alliance solide au sein du paysage politique. Cependant, cette loyauté semble aujourd'hui remise en question avec la rupture de deux alliés de poids, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, qui ont décidé de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Dans le contexte politique actuel, il est légitime de se demander quelles sont réellement les motivations de Bello Bouba pour se porter candidat. Est-il motivé par une véritable rupture avec Paul Biya ou bien son engagement n'est qu'un stratagème utilisé par le pouvoir pour affaiblir l'opposition en réduisant ses chances de succès? Cette interrogation soulève les enjeux importants sur la sincérité de sa démarche et sur la dynamique politique en cours dans une période cruciale pour le Cameroun, où les alliances traditionnelles sont en pleine mutation et où la dynamique politique pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Restez avec nous pour analyser ces enjeux majeurs en compagnie de nos invités que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. En attendant, voici le journal. Infrastructure routière, réhabilitation de la route nationale numéro 3, bienvenue mais peut mieux faire. La population et les usagers de la route à l'entrée ouest de Douala, notamment à Carrefour Musique, ont été ravis du lancement des travaux de reconstruction des zones critiques de la route nationale numéro 3 qui s'était dégradée. Ces usagers de la route implore les autorités compétentes de faciliter la réhabilitation de l'ensemble du tronçon de l'ancienne route nationale numéro 3 qui, selon eux, contribuera à désengorger le trafic. Loïc Tegia et Fond-René Marquez reviennent de Bonabéry. Construction works have commenced to repair critical areas on National Road number 3, with one of the affected spots being the road at Carrefour Musique, which has been in a state of disrepair for several years now. Depuis presque 4-5 jours aujourd'hui, une équipe qui est déjà mise sur pied. Et nous voyons déjà les buses préfabriquées qui sont déjà placées au niveau de l'entrée de l'usine Sabala. C'est Isenbeck, les brasseries là. C'est bien creusé, c'est Isenbeck. Ils ont bien creusé. Like Oliver Twist, road commuters and residents of Carrefour Musique, including Otto and Eugene, are pleading for the entire stretch of the former National Road number 3 linking Carrefour Musique to Boadibo to be reconstructed. Il faut que ça continue du côté de Rebecca aussi et prévoir les bus qui doivent prendre l'embranchement qui mène vers l'ancienne route qui mène du côté de Babenga, Simen Kamla. Pour se faire Mankam. Oui. S'ils peuvent, l'équipe qui est là peut nous faire sortir de ce bourbier, c'est que vraiment la population pourra rien que remercier le gouvernement. Même la route de Boadibo, c'est aussi mauvais. Si on pouvait arranger ces routes, on arrange aussi la route de Boadibo qui sort jusqu'à Myondoba là. Ça serait bon. Ça va faire que l'embouteillage, c'est vraiment... On ne doit pas avoir l'embouteillage parce que quand les voitures vont circuler, il y a les autres voitures qui vont passer à l'ancienne route là pour sortir à Myondoba. While awaiting the completion of the 3-month project, commuters have blamed the gigantic potholes and ongoing construction for the slow traffic. Ce qui cause l'embouteillage, c'est le travaux ici maintenant. Et avec l'eau, les mâts d'eau que vous voyez là, il y a les chauffeurs qui arrivent là où il y a l'eau comme ça. Il faut d'abord ralentir avant d'engager, avant de partir. Donc il faut, dès qu'ils arrivent là où il y a l'eau, comme vous voyez là, ils ralentissent avant d'engager pour partir. According to a roadwork notice board, the critical areas being targeted for repair on the west entrance of Douala include the Sapé, Grand Gan roundabouts in Bonabéry, Douala 4th Subdivision.
Présidentielle 2025, Bello Bouba Maïgari a été officiellement investi candidat à la candidature de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. Cette décision a été entérinée au terme d'une réunion du comité central du parti tenue le week-end à Yaoundé. Répondant à l'appel de nombreux militants et avec l'approbation de l'organe dirigeant, il a accepté de porter les couleurs du parti, fidèle à l'engagement historique de l'UNDP à prendre part à toutes les échéances électorales depuis le retour du multipartisme. D'autres précisions avec Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Accepter la proposition, je suis désormais le candidat à l'élection. Le décor se précise sur la scène politique camerounaise à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce week-end, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, a tenu une importante réunion de son comité central dans la capitale, au thème de laquelle Bello Bouba Maïgari a été désigné candidat à la candidature du parti. En effet, on a eu à faire le huis clos que le membre du comité central a donc insisté que notre président national doit être notre candidat pour l'élection présidentielle octobre 2025. Ce choix s'inscrit dans la tradition de participation active de l'UNDP aux processus électoraux. Pour Bello Bouba, il est inconcevable que sa formation politique se retire d'une échéance aussi importante que la présidentielle. Retenez que désormais je suis candidat à l'élection présidentielle. Et c'est le corps électoral, l'électorat qui va décider. Ce n'est pas la première fois que l'UNDP participe à une élection présidentielle. La première élection présidentielle organisée en 1992, l'UNDP était représentée et j'avais eu l'honneur également d'être le candidat du parti. Donc aujourd'hui, ça ne devrait étonner personne. Alors que l'échéance électorale approche, cette décision du comité central de l'UNDP marque un tournant décisif dans la mobilisation politique. Bello Bouba ancre ainsi officiellement dans la course, avec pour mission de faire valoir l'alternative que représente son parti dans un paysage politique en pleine effervescence. 373 588 nouveaux électeurs inscrits entre janvier et juin 2025. 373 588 personnes se sont inscrites sur les listes électorales, portant le nombre total d'électeurs à 8 219 210 à l'échelle nationale. Ces données ont été récemment rendues publiques par le président du conseil d'administration d'Elections Cameroun lors de la deuxième session ordinaire de l'instance à Yaoundé. Cependant, l'enrôlement des électeurs potentiels n'a pas été sans difficulté pour le délégué régional de l'ECAM pour le littoral, qui constate que l'enclavement de certaines zones de la région a entravé ses activités sur le terrain. Jiré Sazangué et Fon René Marquez, reportage. Holding its second ordinary session of the year 2025, the electoral board led by chairperson Eno Abrams Egbe disclosed that a total of 373,588 individuals are registered on the electoral rolls between January 2 and June 26, 2025. This brings the provisional national electoral register to 8,219,210 voters, subject to the final cleanup. According to recent data from Elecam, the regional distribution of voters is as follows. The North, Adamawa East regions account for 29.20% of voters, the Central region 15.85%, the Far North region 14.52%, the Littoral region 13.65%, the West region 10.21%, the Northwest region 7.86%, the Southwest region 4.97%, and the South region 3.84%. The Elecam board chairperson announced the comprehensive deployment and training of field staff in utilizing new generation biometric enrollment equipment kits back here in the Littoral region. Just before the electoral list closed, Elecam regional delegate Serge Bodongotia highlighted that in addition to enrolling potential voters, they also undertook
material preparations. En année électorale comme celle-ci, avant la convocation du corps électoral, nous continuons à faire la même activité, c'est-à-dire inscrire les électeurs, faire le toilettage du fichier électoral et toutes les activités qui sont connexes à la révision des listes électorales. Mais en même temps, nous préparons l'organisation matérielle des élections. Là, ce sont des activités que beaucoup de gens ne voient pas, qui ne sont pas visibles, mais c'est ce que nous faisons au quotidien en année électorale. Nous préparons, nous assurons que les bureaux de vote existent, effectivement, n'ont pas été détruits entre-temps, que les bâtiments existent et que ces bâtiments peuvent accueillir effectivement les électeurs le moment venu. Donc, il y a un travail de fond en année électorale qui est fait. Maintenant, une fois que le corps électoral est convoqué, il est d'abord question de centraliser toutes les données qui ont été enregistrées cette année-ci. Et par la suite, nous continuons à raffiner donc l'organisation matérielle des élections jusqu'au jour du scrutin. The Lekam Regional Head identified certain challenges, including enclavement, which occasionally impedes the enrollment of potential voters. The recent statement by the Lekam board chairperson has sparked intense online debate regarding the election organizing body's failure to publish the national electoral list. Minute présidentielle. Les minutes présidentielles s'intéressent dans ce numéro à la Commission nationale de recensement des votes. Comme indiqué précédemment, une fois les bureaux de vote clos, le premier travail de comptage des voix est fait par une commission départementale de supervision qui, à son tour, passe les documents à une autre instance créée au niveau national, la Commission nationale de recensement des votes, dont nous visitons les travaux avec vous, Roland Tapi. Pour l'élection présidentielle, il a été prévu dans le code électoral camerounais la création d'une commission nationale de recensement général des votes composée ainsi qu'il suit au terme de l'article 68. Un membre du Conseil constitutionnel désigné par le président du Conseil constitutionnel qui préside la commission, complété comme membre par 2 magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour suprême, 5 représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de l'administration territoriale, 5 représentants de l'Elections Cameroun désignés par le directeur général des élections, un représentant de chaque candidat ou parti politique en compétition désigné par le candidat ou le parti politique. La composition de la Commission nationale de recensement général des votes est par la suite constatée par résolution du Conseil électoral et la liste est communiquée au Conseil constitutionnel et tenue à la disposition du public. La commission comprend donc 13 membres d'office auxquels s'ajoutent autant d'autres membres que de candidats en lice. Une élection présidentielle avec 10 candidats par exemple donnera lieu à une commission nationale de 23 membres. D'après l'article 69, la Commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmises par les commissions départementales de supervision. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes, mais elle ne peut toutefois annuler les procès-verbaux correspondants. Le recensement général des votes est public et s'effectue au siège du Conseil constitutionnel. La commission dresse le procès-verbal de toutes ces opérations, lequel est établi en autant d'exemplaires que de membres et signé du président et des membres présents. Un exemplaire est transmis dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel accompagné des pièces annexes. Pour mémoire, après l'élection présidentielle de 2018, le recours en annulation introduit devant le Conseil constitutionnel portait en grande partie sur la contestation de ces procès-verbaux issus de la Commission nationale de recensement des votes. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun contestait l'authenticité de 32 procès-verbaux qui représentaient plus de 1,3 million de votes sur un total de 6,6 millions d'inscrits. Juste pour indiquer que malgré la forte composition de cette commission et la qualité des hommes qui la composent, cela ne garantit pas toujours la qualité des travaux, surtout du fait que l'administration, le Conseil constitutionnel et l'ECAM, les principaux fournisseurs des membres, ne feraient en réalité qu'un seul avec le parti au pouvoir, d'après les récriminations régulièrement portées par les partis de l'opposition et la société civile. En tout état de cause, c'est au final sur les procès-verbaux sortis des travaux de cette commission que le Conseil constitutionnel s'appuie pour proclamer les résultats. Minute présidentielle.
Économie numérique à présent, les dangers de la digitalisation en Afrique centrale et de l'Ouest. Près de 3900 entreprises sont victimes d'attaques cybercriminelles. Des chiffres qui ont poussé le réseau Ensemble à mettre sur pied le Cyber Show de Douala. Un consortium d'experts qui, sur 2 jours, vont exposer sur les dangers de la cybercriminalité. Les détails avec Charles Douglas Demba et Jiré Sazangue. Ils s'en tirent avec une énorme satisfaction. Au vu des chiffres, 3900 entreprises sont victimes d'attaques cybernétiques par an en Afrique. Ces chiffres viennent de la première édition du Cyber Show de Douala sur la cybercriminalité. Les panélistes de choix ont exposé sur les dangers de la digitalisation. La vérité, c'est que de plus en plus, il faut le dire, le Cameroun, qui est un terrain très attractif pour les cybercriminels commencent à faire face à une population plus formée, plus informée. Et surtout, les institutions bancaires commencent à se armer de plus en plus. Vous savez, c'est les institutions bancaires et les établissements de paiement qui sont parfois les premiers cibles des cybercriminels. Donc, il faut dire que plus l'État travaille, plus le secteur privé travaille, le Cameroun commence à perdre son attractivité cybercriminelle. Ça veut dire qu'on attire de moins en moins les cybercriminels. Avec une centaine de participants, tous conquis, Steve Komka, l'un d'eux, pense que ce type d'initiative est une aubaine sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Une aubaine pour les entreprises locales qui ont l'opportunité de connaître la main-d'œuvre locale. De plus en plus, les entreprises cherchent des expertises à l'extérieur, alors que localement, il existe ces expertises. Donc, un événement comme celui-ci permet à ce que le microcosme camerounais puisse comprendre qu'on a des expertises locales et on n'a pas forcément besoin de se tourner vers l'extérieur, dans un premier temps. Dans un second temps, il y a un autre aspect, c'est que beaucoup d'entreprises n'imaginent même pas les risques auxquelles elles s'exposent en étant simplement une entreprise. Donc nous sommes là pour leur expliquer que, en étant une entreprise, même une très petite entreprise, voici les risques encourus et nous sommes là pour vous aider à vous prémunir de ces risques-là. Parce que si vous avez un peu une connaissance de ce qu'on appelle risque, le risque, il est préférable de l'anticiper et non de le gérer. Du 27 au 28 juin, dans la salle de conférence de l'Elite Office à Douala, à quoi les ateliers se poursuivent afin de diminuer la cybercriminalité au Cameroun. Et les équipes de Balafon Média se familiarisent avec les réseaux sociaux. Formées hier dans les locaux de Balafon Média, elles ont d'abord eu une séance d'imprégnation du guide stratégique 2025. Le président directeur général, M. Cyril Bojiko, a présenté la vision, les axes prioritaires et les actions clés à mener pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2025. Les points essentiels abordés comprenaient la présentation de la vision 2025 et des valeurs qui la soutiennent, l'identification des axes stratégiques principaux, l'explication des actions prioritaires ainsi que les indicateurs de suivi et d'évaluation. Des échanges liés aux préoccupations suivis d'importantes suggestions ont permis de renforcer la compréhension collective et d'aligner les efforts de chacun sur les objectifs communs. Enfin, les équipes de Balafon Média ont été formées à l'utilisation efficace des réseaux sociaux, un atout majeur pour rester à la pointe du numérique. Je vous invite à suivre leurs réactions dans ce Vox Pop sélectionné par Loïc Tegia. Désormais, l'univers médiatique est tourné vers le digital et pour être performant, pour aller pour toucher les cibles, il faut se réinventer. Se réinventer, c'est accepter de faire sa mue, c'est accepter d'accepter les changements, c'est accepter de s'approprier le digital pour pouvoir remporter les défis qui s'offrent à nous désormais. Important surtout de rester focalisé sur l'évolution du monde et sa nouvelle actualité qui est l'intelligence artificielle, s'arrimer au nouveau modèle d'entreprise, d'évolution et de médias pour grandir ensemble. Ça nous permet de penser aux 3 entités qui sont radio, télé et digital pour Balafon, tant pour le service commercial, l'administration, la technique, la diffusion, le digital. Tous les services aujourd'hui ont compris qu'ensemble nous serons plus forts et ensemble avec l'intelligence artificielle, les logiciels qui aident à mieux travailler et rapidement travailler, on pourra être plus efficace dans quelques semaines.
Deuxième partie de Grand Plateau, nous y sommes. Élection présidentielle de 2025, le RDPC est-il en train de perdre tous ses soutiens politiques du Septentrion à 4 mois du scrutin? Après Issa Chiroma Bakary, qui a rompu son alliance avec Paul Biya, démissionné du gouvernement et annoncé sa candidature au scrutin d'octobre prochain, c'est au tour du président de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, de se porter candidat, même s'il garde sa place dans l'équipe du régime de Yaoundé. Ces retraits successifs du soutien de ces deux ressortissants du Grand Nord fragilisent-ils le parti au pouvoir RDPC, dont le président national maintient le suspense dans les rangs en créant le mystère autour de sa candidature à quelques mois du scrutin d'octobre prochain? Tentative de réponse avec Jean-Paul Chouniat. Ainsi, en l'espace de quelques jours, deux alliés de longue date de Paul Biya, tous originaires du Septentrion, déclarent faire cavalier à part dans la course à la présidentielle d'octobre prochain. Si le président du FSNC, Issa Chiroma Bakary, a rompu son pacte politique avec le RDPC en démissionnant du gouvernement, ce n'est pas le cas pour le président de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, qui est candidat à la magistrature suprême, mais garde son poste de ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Cette annonce de Bello Bouba Maïgari à se présenter au scrutin présidentiel fait des gorges chaudes au sein du landerneau politique, l'opinion nationale et surtout la diaspora camerounaise qui suit de près cette actualité à 4 mois d'une échéance cruciale pour l'avenir d'un Cameroun en quête d'alternance à la tête du pays. Dans un contexte de ces défaillances d'alliance, pour un parti RDPC où le président national Paul Biya entretient tout le mystère autour de sa candidature, ces militants prétendants ne savent par quel bout commenter l'actualité ou manifester leur intention d'aspirer à succéder à l'homme du renouveau à la tête du parti. Chacun préfère observer et appeler sans conviction intime l'homme du 6 novembre 82 à se représenter en 2025. Ainsi, dans les rangs du parti au pouvoir comme à l'opposition, ce n'est pas la sérénité totale. Avec des déclarations de candidature de deux étoffes politiques du Grand Nord, le Septentrion est-il en train de tourner le dos au RDPC? Ou alors ces deux barons du soutien à Paul Biya jouent la carte personnelle d'un chantage politique, un jeu de la distraction et de dispersion des forces vives de l'opposition en vue d'assurer une réélection à Paul Biya en octobre prochain. Autant de questions que se posent des milliers d'électeurs indécis à 4 mois de l'échéance à venir. Merci à vous, Jean-Paul Chouniat, et nous allons ouvrir ce débat avec des nouvelles fraîches. Mais avant, permettez-moi de faire nos civilités aux invités qui sont déjà présents dans ce studio. Maître Julius Sango Tabé, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et communicant à LDPC. Merci d'être sur le Grand Plateau. Merci, madame, de m'avoir invité, n'est-ce pas, pour le Grand Plateau. De Balafon FM, Balafon TV. Balafon TV, bien sûr. Et à vos côtés, Aboubacar Mehdi, qui est le secrétaire général de l'UNDP dans Newton Aéroport à Douala. Bonsoir, monsieur Aboubacar, et bienvenue. Bonsoir, madame. Je vous remercie de m'avoir invité pour le plateau. Le Grand Plateau sur Balafon Télévision. Sur Balafon TV. Et en face de vous, Roland Tapi, éditorialiste Balafon Média. Bonsoir Roland et bienvenue. Bonsoir Juliana, merci. Bonsoir Signor Barista et militant important de l'UNDP. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, on va prendre la direction du téléphone où on va avoir un membre du comité central de l'UNDP au téléphone. Il s'agit de Seydou Maïdadi. Il est secrétaire national à la communication et à la formation. Bonsoir Seydou et bienvenue. Alors, on va insister pour essayer de la voir. Monsieur Seydou Maïdadi, bonsoir. Vous êtes sur Balafon Télévision. Est-ce que vous nous recevez? Alors, on va réessayer en espérant la voir. Il y a ces nouvelles qui nous retrouvent. On va les prendre avec des pincettes quand même, mais ce n'est pas une surprise. On annonce la démission de Bello Bouba Maïgari, ministre du Tourisme et des Loisirs, et monsieur Nana Aboubacar, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement. Vos impressions à chaud, Roland Tapi?
Oui, disons que si c'était le cas, en attendant qu'on puisse vérifier, c'est vrai que même pour Issa Chiroma, on n'a pas encore vu de lettre de démission. Tout à fait. Même comme cela a été acté par sa sortie dans un média de créateurs de contenu pour expliquer ce qui s'est passé. En attendant d'avoir les lettres de démission de M. Bello Bouba et de ses autres militants qui étaient membres du gouvernement, il faut dire tout simplement que c'était attendu parce qu'il va de soi qu'une fois qu'il ait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, ça devenait incompatible. C'est vrai qu'on est encore au stade de l'annonce, mais ça devient incompatible avec toute autre fonction ministérielle de toute façon, et puis dans les usages politiques. Les bons usages voulant, quand on veut candidater pour l'élection présidentielle, les bons usages veulent qu'on laisse d'abord toute autre occupation qui est autour, surtout quand il s'agit d'une fonction gouvernementale comme celle-là. Donc ce n'est pas une surprise, c'était attendu depuis samedi que l'annonce de la candidature a été faite. Et cela devrait être également normal pour tous les autres militants de l'UNDP qui étaient au gouvernement à la suite de l'alliance de l'UNDP avec le RDPC, il faut le dire. Donc, en attendant qu'il y ait confirmation exacte, il faut dire que ça n'a rien de surprenant, c'est tout à fait logique dans le cours normal des choses actuelles. Et on reprend la direction du téléphone, on va retrouver Seydou Maïdadi. Bonsoir et bienvenue. Seydou Maïdadi, on vous recevez, bonsoir. Je bougeais un peu, le réseau n'est pas bon du tout. Oui, on vous reçoit finalement. Est-ce que vous nous recevez? Je ne suis pas bien là. Monsieur Seydou Maïdadi, bonsoir. Vous êtes membre du comité central de l'UNDP. Vous êtes secrétaire national à la communication et à la formation. Bonsoir et bienvenue sur Balafon Télévision. Merci, je vous salue. Je salue tous les panélistes qui sont là-bas et les nombreux auditeurs et téléspectateurs de Balafon. La confirmation d'une voix autorisée de l'UNDP, les dernières nouvelles annoncent le dépôt de la démission de Bello Bouba Maïgari du gouvernement, tout comme Nana Aboubakar, qui lui est ministre délégué auprès du ministère de l'Environnement. Est-ce que ces informations, vous les confirmez? Vous voulez bien répéter? Je n'ai pas bien suivi. Est-ce que vous confirmez le dépôt de la démission de Bello Bouba Maïgari du gouvernement? Bon, pour l'instant, je n'ai pas échangé avec le président national du parti. Je ne peux pas confirmer. Mais ce qui est sûr, c'est que la candidature à la présidentielle de la part des membres du gouvernement entraîne obligation la démission de son poste de gouvernement. Bon, maintenant, le timing dépend de lui et ce timing-là est fonction de l'effet recherché. D'avoir confirmation de cette information, Seydou Maïdadi, selon vous, quels sont les principaux... Bien suivi. Quels sont les principaux défis auxquels doivent faire face les partis démissionnaires comme le vôtre, c'est-à-dire qui hier était avec le pouvoir et qui aujourd'hui décide de rompre toute alliance? Vraiment, je ne suis pas bien. Si vous pouvez reprendre la question. Alors, quels sont les défis auxquels sont confrontés l'UNDP, qui hier était au pouvoir et qui aujourd'hui décide de rompre avec Paul Biya? Si vous pouvez rappeler vraiment, vous arrêtez, vous téléphonez pour poser la question, parce que je ne vous entends pas du tout. Seydou Maïdadi, qu'on va essayer de vous rappeler la connexion. Nous faisons quelques infidélités. Et la question, je vais l'adresser à Aboubakar Ahmedi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général UNDP, ici à Newton Aéroport, à Douala. Alors, quels sont les défis d'un parti comme l'UNDP qui hier était avec le pouvoir et qui aujourd'hui décide de rompre toute alliance? Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour répondre à votre question qui concerne les défis que l'UNDP veut lancer par rapport au parti au pouvoir. Vraiment, je crois que si vous faites
un travail avec quelqu'un et que ça ne vous met pas à l'aise et ce que vous voulez faire ne marche pas, ça veut dire que vous ne pouvez vous couper l'alliance. C'est comme ça. Alors, Maître Julius, hier que Bello Bouba Maïgari a annoncé son intention de briguer le fauteuil présidentiel en étant encore membre du gouvernement, cela relève de l'inédit au Cameroun. Pourquoi jusqu'ici il n'y a pas eu de mouvement dans le gouvernement ou alors une communication officielle, du moins de celui qui pilote ce gouvernement, notamment M. Dion Ngouté? Je pense que M. Bello Bouba est un Camerounais. Il a le droit, comme tout Camerounais, n'est-ce pas, d'accéder à la magistrature suprême dans son pays. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent ça comme quelque chose de choquant. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Il a servi son pays, n'est-ce pas, sous un gouvernement mené par le RDPC. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'a jamais eu une demande d'explication. Il a bien fait son travail. Mais ce n'est pas courant de voir un ministre, au Cameroun précisément, révéler ses intentions de présider à la magistrature suprême, de révéler sa candidature à la présidentielle. Vous savez, maintenant, nous sommes dans la période d'échauffement. Le collège électoral n'est pas encore convoqué. Et toute personne peut dire ce qu'il veut. Mais il faut noter que pour être candidat, il y a des conditions à remplir. Ce n'est qu'après ces conditions qu'on peut dire tel ou tel est candidat ou pas. Mais pour le moment, c'est prématuré, n'est-ce pas, de vouloir le juger. Il a exprimé son intention, comme tout bon Camerounais, que je trouve ça normal. Mais il faut qu'on attende que, n'est-ce pas, le match soit joué. N'est-ce pas, pour qu'on constate s'il est joué ou pas. Mais pour le moment, ce n'est que des prospections. Pourquoi on doit s'acharner sur la prospection? Il faut noter également qu'en matière politique, tout est possible. Tu peux changer de camp en une seconde et dans 2 ou 3 minutes, tu changes encore. Ce n'est pas interdit, c'est normal. Donc ça joue, la politique se joue. En général, les autres changent de camp pour venir dans le RDPC, mais on a presque jamais vu l'inverse. Oh, vous savez qu'on ne laisse pas la grande main n'importe comment. La grande main des partis politiques au Cameroun de RDPC. Et ce n'est pas facile d'aborder la grande main, même si vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais il faut noter que vous allez toujours rester attaché à la grande main. Parce que c'est à la grande main, n'est-ce pas, qui te montre tout, le chemin à suivre pour gérer la nation. Parce qu'on n'est pas menti, le RDPC a été pendant longtemps, on a cette expérience. Et tous ceux qui sont joués à nous ont eu l'occasion, n'est-ce pas, de taper dans notre expérience pour comprendre comment gérer une nation. Mais dans tous les cas, on attend. Le moment venu, le RDPC va jouer le jeu. Nous allons aussi avoir un autre candidat qui va se présenter contre eux et on va voir qui va gagner en fin de compte. Vous avez dit quoi? Un autre candidat ou votre candidat? Notre candidat RDPC, c'est pas le candidat de RDPC. Il est connu déjà? On continue d'attendre? Le match n'a même pas encore commencé. Lorsque le collège électoral s'est convoqué, n'est-ce pas, le RDPC a déclaré son candidat. Vous allez sortir votre meilleure carte. C'est pas une carte, c'est tout à fait normal. Quand je dis maintenant, tous ceux qui font la déclaration maintenant, c'est dans l'air. Je vois même, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas réussi à avoir les 30 approbations, les 300 signatures, ils n'ont même pas les députés ni les conseils municipaux, mais ils ont déclaré qu'ils seront candidats. Bon, c'est tout à fait normal de déclarer. Mais est-ce qu'ils seront candidats à quel moment venu? Bon, c'est une question. Il y a Benjamin Gonga, qui est membre du secrétariat permanent du MP3, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Madame Tada. Vous me permettez de repartir au téléphone. Je reviens à vous juste après Seydou Maïdadi. Bonsoir Monsieur Maïdadi. Est-ce que vous nous recevez finalement? Oui, bonsoir Madame Tada. Alors, quel discours tenez-vous, quel message allez-vous tenir à vos militants et à l'ensemble du peuple camerounais après cette annonce de candidature de Bello Bouba Maïgari?
savez, il y a en fait, au fond des choses, un problème d'héritage des pères fondateurs. Vous savez que le président Biya et le président Bello sont les deux fils du président Ahidjo. Et c'est pour cela que nous avons pu collaborer ensemble. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que le président sortant est en capacité de diriger ce pays et de pouvoir préserver l'héritage. La candidature du président Bello, c'est justement pour protéger cet héritage. Parce que l'autre ne nous donne pas l'impression d'être en capacité de diriger le pays. Maladi, qu'est-ce qui vous garantit que la Bello pourrait présider aux destinées du Cameroun en tant que président de la République au soir de l'élection d'octobre? Est-ce qu'au comité central, vous n'aviez pas pensé que le candidat du UNDP se rallie à d'autres candidats, à un autre candidat de l'opposition? Pour l'instant, nous voulons mobiliser derrière nous tous ceux qui peuvent voter pour nous, ceux qui ont l'habitude de voter pour nous. Par la suite, le président, notre candidat, a l'intention de se rapprocher de tous les leaders politiques, de tous les candidats déclarés pour voir comment mutualiser les forces. Nous allons discuter avec tous ceux-là et chacun pourra mettre sur la balance ce qu'il apporte pour que ce changement-là ait lieu. En attendant, il se murmure dans les salons feutrés qu'il y a des personnalités publiques, pour ne pas dire des hommes politiques, qui ont travaillé sur le terrain pendant des années. Et puis l'UNDP ou le FCCNT ne peuvent pas aujourd'hui se targuer ou alors déclarer leur candidature sans aller vers ces personnes et trouver un moyen d'avoir une candidature unique. Sur quoi compte l'UNDP? Est-ce que finalement l'UNDP ne joue pas le jeu du parti au pouvoir, c'est-à-dire distraire les voix de l'opposition finalement? Non, ça c'est une construction mentale que les gens sont en train de vouloir faire. Si le président Bello, après avoir mûrement réfléchi, a pris la décision d'aller contre celui qu'il a nommé ministre, vous ne pouvez pas venir nous dire que c'est pour distraire les gens. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux, vraiment. Le président Bello est conscient de la mission qu'il a sur les épaules. Et il n'est pas là pour jouer, pour faire quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que pendant 3 élections, il a soutenu le président sortant et aujourd'hui il décide de faire autre chose? En fait, nous avons signé une alliance avec le RDPC quand le président national de ce parti était fringant et méprisait le pays, avait la plénitude du pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Nous n'avons pas l'impression qu'il peut véritablement, qu'il est véritablement en capacité de diriger ce pays. Parce que nous ne voyons pas clair. Nous ne pouvons pas apporter de soutien alors que c'est d'autres qui peuvent tirer des ficelles par derrière avec lesquels on n'a aucun engagement. Dernière question, comment appréciez-vous le silence de M. Diangoutè ou alors du gouvernement de manière globale? Il s'agit quand même de 2 alliés de poids. D'abord Issa Tiroma Bakari, maintenant Bello Bouba, qui annoncent leur candidature à la présidentielle de 2025. Si l'on est habitué au silence présidentiel, comment vous, au sein de l'UNDP, vous appréciez ce silence du gouvernement jusqu'ici? Mais le gouvernement, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Le silence, c'est tout simplement parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe en haut, chez eux. Personne ne peut être
ne peut nous dire avec exactitude que le président Biya sera candidat. Monsieur Madadi Sédou, on vous remercie d'avoir accepté de participer au débat, le débat consocié. Merci. C'est nous qui vous remercions pour votre présence virtuelle sur le grand plateau, sur Balafon Télévision. Et je parlais de Benjamin qui est avec nous. Benjamin, alors, j'évoquais ces poids lourds démissionnaires. L'un s'est confirmé, l'autre, on attend encore. D'abord le FCSNC de Issa Chiroma et maintenant l'UNDP. Un coup, on est ensemble, un coup, on est adversaires. Quelles en seront les conséquences pour la stabilité des organisations, la stabilité et la fiabilité des organisations politiques au Cameroun? Oui, vous parlez de poids lourds, j'aurais envie de dire des dinosaures. On a en face de nous deux partis et deux leaders de partis qui datent quand même de Mathusalem. Nous sommes le 30 juin 2025. Ouais. Il y a exactement 50 ans, le 30 juin 1975, le premier, M. Paul Biya, devenait Premier ministre du Cameroun. Et le second, M. Bello Bouba, devenait secrétaire général à la présidence, il me semble. Je pense que 70% des Camerounais qui vivent aujourd'hui n'étaient pas encore nés. Madadi Sédou a parlé justement des héritiers d'Aïdjo. Exactement. Il le disait comme ça, mais je crois que la vérité était en train de sortir. Je pense que certains se sont donc décidés à patrimonialiser le Cameroun et considérer qu'il n'y a que certains enfants de Paul Biya, nous ne sommes pas ces enfants, qui pouvaient aspirer à diriger ce pays. Si ce n'est pas M. Paul Biya, ça doit être M. Bello Bouba, et quand ils ne seront plus avec nous, peut-être qu'ils vont décider que ce sont leurs enfants. Bon, je crois que ce sont des personnes qui ont joué un grand rôle dans notre paysage politique, mais qui ne se sont pas rendus compte que leur temps était passé. En 2025, d'autres, comme Samuel Eramiyodi, qui est candidat du MP3, sont apparus. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir les mentors puissants que les deux premiers ont eu. Louis-Paul Ojoula pour M. Paul Biya, qui lui a permis d'entrer dans l'administration dès qu'il est rentré de France. M. Aïdjo, qui a permis à Bello Bamaïgari, dès 28 ans, d'être déjà, je crois, ministre d'État, avant de rentrer au secrétaire général de la présidence. Donc, d'autres personnes, d'autres Camerounais, des personnes comme moi, comme Samuel Eramiyodi, n'avons pas eu ces mentors-là, mais on a quand même fait le choix de s'engager aux côtés des Camerounais, de travailler dans le privé en général. Là, on n'a pas la chance d'avoir été à l'ENAM comme eux. Et c'est pour dire qu'il y a un changement de paradigme qu'ils n'ont pas perçu. On se retrouve là à discuter, est-ce que l'UNDP va bouleverser le RDPC? Est-ce que le RDPC, enfin son chef est même au courant que M. Bello a tenu un congrès depuis samedi dernier? Il est très présent sur X et sur Facebook. Et c'est sûr qu'il lit les réseaux sociaux, il doit être bien évidemment au courant. Je parle sous le contrôle de maître. En 2025, il est plus nécessaire de publier soi-même ces messages. Je ne sais pas si effectivement le RDPC dira le contraire, mais il est plus nécessaire d'être soi-même celui qui publie ces messages. Donc on peut considérer que M. Paul Biya est occupé dans un monde très bouleversé avec les conflits dans le monde et confie cette petite tâche de publier des messages sur Twitter à un community manager. Si ce n'est pas le cas, bon, je trouve qu'il aura beaucoup de temps donc libre pour s'occuper de ça. Mais soit, c'était pour simplement dire, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les Camerounais. Vraiment, ça n'intéresse que ceux qui se croient encore en 1992. M. Bello Bouba, qui vient de passer 14 ans déjà, je crois, au gouvernement, a donc passé plus de temps dans son alliance avec le RDPC que dans l'opposition, puisque entre 1984, où il y a rupture avec M. Paul Biya et le RDPC, enfin qui n'existe pas encore, et 1997, où la fondation du parti de gouvernement, de l'alliance de gouvernement, il était donc quelque part censé être un opposant. Et il s'est opposé frontalement. Pendant qu'il contestait d'ailleurs les résultats de 92, son ami M. Issa Chiroma était en train d'accepter la proposition du RDPC de rejoindre le gouvernement. Donc, c'est pour dire que c'est des personnes qui se connaissent. L'un a 75, 78, 93 ans. Ils sont dans notre temps. C'était des hommes de leur temps qui ont peut-être bien fait dans leur temps, mais ce temps est passé. Et ils ne se sont peut-être pas rendus compte. Mais une nouvelle génération est apparue qui ne va pas se contenter d'entendre... Sauf que cette génération aura fort à faire avec ces cadors qui se repositionnent. Bien sûr, bien sûr. Même dans nos traditions africaines, il est vivement recommandé de venir challenger les anciens. Les anciens ne vont pas venir vous dire « Viens mon petit, viens t'asseoir à la table sous l'arbre avec nous pour... » Non, c'est parce que ton père va te voir venir. Restez devant la porte d'abord, écoutez, essayez de traduire, décrypter ce qu'ils ont fait et venir challenger ça quand on va te considérer comme un homme qui rentre dans le cercle. Et la nouvelle génération, donc, ils n'ont pas vu venir parce qu'ils étaient trop occupés à consommer cet héritage qu'ils pensent avoir été destiné pour eux uniquement, puisqu'ils sont les seuls fils d'Aïdjo, d'après ce que nous disait
secrétaire national de l'UNDP. C'est malheureux parce que je ne suis pas sûr qu'un jeune qui soit né il y a 28 ans, donc quand cette alliance commençait à Bachéo, d'où vient M. Bello Bouba-Malgari, ou en Vomeka, d'où vient M. Paul Biya, a encore aujourd'hui la possibilité d'avoir la trajectoire qu'ils aient pu avoir. Aller au lycée à Garoua pour l'un, aller au lycée Leclerc à Yaoundé pour l'autre, aller en France, revenir, entrer sans avoir demandé son cousin, son oncle, son frère de pouvoir entrer dans l'administration publique et avoir les carrières qu'ils ont pu avoir. Non, je pense que la plupart des enfants camerounais de Bachéo ou de Vomeka ou de Yaoundé ou de partout dans le monde de Cameroun aujourd'hui souffrent plutôt par manque de travail, cherchent la position quand ils ont potentiellement quelqu'un dans l'administration, souffrent d'électricité, souffrent de manque d'eau, de la santé qui n'est pas servie. Et c'est ces questions-là que la nouvelle génération a décidé de se saisir pour ne pas être dans ce temps passé que les autres veulent nous resservir. Roland Tapi, ce départ ou alors cette rupture du SFNC, ensuite celle de l'UNDP, ne seront tout de même pas sans conséquences sur le RDPC qui laisse malgré tout l'impression qu'on peut banaliser ces départs-là. Sauf que, de part et d'autre, les défis seront énormes. Ben, tout à fait. Déjà, il faut préciser une chose. Ceux qui sont partis là n'ont cesse de dire qu'ils ont fait des accords avec l'individu Paul Biya, président de la République. Ouais. Qu'ils ont soutenu pour qu'il reste à la tête de l'État. Mais en réalité, ce n'étaient pas des alliances qui impliquaient, je veux dire, la fusion des partis politiques. C'est pour cela qu'en dehors de l'élection présidentielle, où ils donnaient leur support à Paul Biya, au niveau des élections locales, chacun se battait sur le terrain. Parenthèse, est-ce qu'on peut supposer que, puisqu'ils sont candidats cette fois, que Paul Biya leur renvoie l'ascenseur en invitant les Camerounais à soutenir l'un ou l'autre? Il faudra que lui-même se retienne d'être candidat. Il faut commencer par là. Parce que pour soutenir la candidate de l'autre, ça veut dire que tu renonces toi-même à être candidat. Mais est-ce que c'est le cas maintenant? Les militants du RDPC ne sont pas prêts à l'accepter. Ils ne sont pas prêts à l'accepter parce qu'ils estiment que leur candidat naturel, inscrit dans leur statut, c'est le président du parti, qui jusqu'alors est encore Paul Biya, même comme il est contesté par d'autres militants qui estiment que les organes n'ayant pas été renouvelés, le bureau politique est aujourd'hui caduc, illégal et ne devrait pas, en principe, pouvoir bénéficier de quelques, je vais dire, de la légalité qui leur permette de candidater pour quoi que ce soit. Ça, c'est des disputes qui sont au sein du RDPC. Mais en attendant, il faut se dire, est-ce qu'il y aura un retour d'ascenseur? Non, on ne peut pas penser à ça, parce que le RDPC n'est pas prêt à ne pas présenter un candidat, qu'il soit Paul Biya ou pas. Le RDPC va présenter un candidat. Maintenant, si M. Bello Bouba et Issa Chiroma n'apportent plus leur soutien à l'individu Paul Biya, il va de soi qu'il y aurait des conséquences. Ouais. Parce que, ayant chacun d'eux son fief politique, sa base militante quelque part, effectivement, il donnait des consignes de vote pour ce qui est de l'élection présidentielle, que voilà, c'est lui que nous allons voter. Ce qui forcément apportait des voix au président Paul Biya, ou bien au président du RDPC, ce qui ne sera plus le cas. Le RDPC, enfin, certains militants du RDPC ont beau banaliser le départ de Issa Chiroma et de Bello Bouba en disant que voilà, en fait, le RDPC est bien ancré sur le terrain et tout cela. D'accord, tout simplement parce qu'ils le disent, mais ils ne veulent pas nous dire que le RDPC est installé sur le terrain bénéficiant des moyens de l'État. En réalité, c'est le parti État. Étant donné que tous ceux qui sont nommés administrativement ont oublié qu'ils sont des administratifs, sous-préfets et autres, se comportent sur le terrain comme s'ils étaient des militants. Et quand on a 360 communes qui ont chacune à sa tête un sous-préfet nommé par le pouvoir en place, et le sous-préfet se comportant comme un militant du RDPC, il est tout à fait logique et normal qu'on considère, que le RDPC considère qu'il est installé sur tout le territoire. Mais les choses, pour ce qui concerne l'individu, ne sont pas la même chose. Ça, c'était valable si on veut voter le président de la République, c'est-à-dire qu'une fois que l'UNDP ou bien Issa Chiroma a dit on va voter, je supporte Paul Biya, tous leurs militants ou qui se trouvent savaient que
la consigne de notre parti, c'est de voter tel. Ça, c'est pour le président de la République. Maintenant que ce n'est plus le cas, il va de soi que ces voix qui lui étaient automatiquement reportées parce que leur candidat n'était pas à l'élection vont être retenues quelque part. Où est-ce qu'ils vont aller? On va voir ça plus tard. De toute façon, pour le moment, le RDPC ne peut pas banaliser le départ de ces ministres parce qu'ils entraînent avec eux forcément une bonne masse militante qui ne vont plus donner les voix à Paul Biya. Maître Julius, le RDPC reste-t-il aussi populaire? Que peut-il sans les bases, ces bases de l'UNDP et du FCCNC? Je constate que vous êtes en train de faire des conclusions alors que le jeu politique est toujours devant nous tous. J'ai juste posé une question, maître. Parce que, non, c'est pas parce que M. Bello Bouba ou M. Tchiroma ont démissionné. Cela veut dire qu'ils vont rompre, n'est-ce pas, les liens qui existaient avant. La politique, c'est la négociation. Ce qu'on fait dans la journée est différent de ce qu'on fait dans la nuit. Si les gens n'ont pas compris, ils pensent que la politique, c'est académique. Tant pis. Mais comme je vous dis, lorsqu'un politicien pose un acte, il faut faire attention. Parce que cet acte qu'il pose, il connaît les conséquences, il connaît là où ça l'amène. Il ne faut jamais tirer des conclusions à la hâte. Est-ce la raison pour laquelle les militants, la haute administration du RDPC restent pondérés? Vous pensez que ces démissionnaires font juste de la surenchère? Je ne peux pas penser pour les démissionnaires, mais le RDPC reste serein. Mais vous dites que ce qui se passe en journée n'est pas toujours ce qui se passe la nuit. C'est une raison que laissons l'engouement, laissons le bavardage. Ça passe. Ça vous donne, n'est-ce pas, la télévision, des choses à dire. C'est ce qu'il faut faire. Nous tous, nous parlons de ça depuis. Et nous avons oublié l'essentiel. La politique, c'est la négociation. Et le moment venu, vous allez voir le grand RDPC sorti de l'auberge et jaillir comme le feu. C'est comme ça a été toujours comme ça. Nous sommes sereins, on ne bavarde pas beaucoup, on vous regarde, on vous laisse faire. Ceux qui comprennent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. On vous laisse. Mais l'essentiel est que lorsqu'on se prépare pour une échéance électorale, le RDPC prend les dispositions qui s'imposent. On casse tous les baraques pour y arriver. Même ceux qui ont démissionné, ne soient pas surpris qu'il peut tourner, n'est-ce pas, pour revenir, n'est-ce pas, au meilleur sentiment. Ne soient pas surpris, c'est normal. RDPC, on dit que la course des enfants, c'est le matin alors. Je ne peux pas dire ça, mais je dis simplement qu'en matière politique, rien n'est stable. Les conditions ne sont pas permanentes. Ça dépend des intérêts, des enjeux, des personnes. Il y a beaucoup de choses qu'on prend en considération dans le jeu politique. Mais il ne faut jamais prendre les décisions à la hâte. La seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Aboubacar Amiadi, pourquoi à l'UNDP, vous n'avez pas pensé à soutenir un parti politique de l'opposition si l'UNDP et Bello Bouba sont véritablement engagés pour le changement? UNDP, c'est un parti de la paix. Il veut la paix pour le pays. Il ne veut pas casser, il ne veut pas faire autre chose qui peut gâter le pays. On veut arranger le pays. C'est pour cela que l'UNDP veut démissionner pour annuler tous ces désordres qui se passent. C'est pour ça. Et UNDP ouvre les mains pour tous ces partis qui veulent marcher ensemble avec l'UNDP. C'est-à-dire que l'UNDP invite les autres partis à le rejoindre et pas le contraire? Exactement. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Et les autres qui sont là, ils estiment qu'ils sont là depuis. C'est-à-dire que... Ils sont là depuis, pas plus que l'UNDP. Oui, mais qui étaient dans le gouvernement, on considère que l'UNDP était RDPC bis
et qu'il est peut-être temps que l'UNDP retrouve les autres partis politiques de l'opposition et pas que ce soit l'opposition qui est capable d'aller seul et ouvrir ses mains pour les autres. C'est comme ça. Alors, sur quoi compte l'UNDP? Est-ce que, en dehors du Nord, l'UNDP peut être sûr de compter sur ses autres militants dans les autres régions et même sur l'ensemble des Camerounais pour aller au bout de ses objectifs? L'UNDP compte sur sa popularité dans le pays. L'UNDP ne compte pas seulement sur le nom, parce que l'UNDP, c'est un parti politique qui encadre tous les peuples camerounais. Ce n'est pas un parti de racisme. Alors, Benjamin Gongan, le RDPC a pendant des décennies utilisé les partis de la majorité présidentielle pour renforcer la légitimité dans de nombreuses communautés. Après ces ruptures, comment entrevoyez-vous justement la venue du RDPC dans ces communautés? Est-ce qu'on peut être aussi sûr que Maître Julius veut nous faire croire? Bon, vous savez, mon Maître Julius est un avocat, donc là, l'oratoire le connaît. Il ne veut pas venir vous dire ici qu'ils sont tourmentés, inquiets. Sauf qu'il a fait de nombreuses révélations. Mais malgré ça, effectivement, malgré cette tentative de paraître rassuré, parfois on transmet, ne serait-ce que dans la gestuelle, beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde où des ministres qui sont censés avoir le poids que M. Bello Bambaïgari, M. Tiroma, qui sont, je ne dis pas des ministres qui sont là depuis les 7 ans qui sont rentrés au gouvernement uniquement en 2018. Ça, on parle de personnes qui sont ministres sans discontinuer. Pour M. Bello, c'est depuis 2011. Depuis 2011. Et des soutiens directs de Paul Biya. Des soutiens directs de Paul Biya qui, c'est-à-dire, accepte, lui, comme disait M. Tsapi, de ne pas se présenter pour permettre à M. Paul Biya de rafler la mise dans au moins l'électorat qu'il maîtrisait. Et alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est inquiétant que M. Belouba démissionne samedi, enfin en tout cas pas démissionne, mais annonce en tout cas sa candidature samedi, et il n'y a même pas de réaction du Premier ministre, dont il est censé être un des ministres au gouvernement. Le chef du gouvernement est inexistant. Vous remarquez que depuis que M. Tiroma a commencé la séquence, personne ne sait même où est M. John Bouté. Qu'est-ce qu'il fait? On a seulement vu un papier sorti sur les réseaux sociaux pour dire que M. Secrétariat du Premier ministère allait même pas être nommé ministre à la place, c'est-à-dire poursuivre le fonctionnement administratif. C'était bien inscrit dans le communiqué. C'est dire à quel point, c'est-à-dire personne dans ce camp-là n'attendait ce genre de mouvement. Bon, ils sont tourmentés, ils réfléchissent peut-être à la meilleure posture à adopter, mais on comprend encore mieux, parce qu'on avait déjà commencé à le comprendre, à quel point cette génération ne s'occupe pas du Cameroun. On nous dit ici que la politique, c'est la négociation. Non, c'est la politique, c'est s'occuper, organiser le Cameroun, faire les choix stratégiques et politiques qui permettent à notre pays de se projeter dans 5, 15, 100 ans. C'est ce que les pays normaux font. On nous dit que non, des gens qui ont fini la dernière élection présidentielle à laquelle ils se sont présentés, c'était en 92, ils vont démissionner et tout va chambouler. La plupart des gens qui étaient en 92 sont plus vivants. L'espérance du Cameroun étant ce qu'elle est, grâce à leur gouvernement. Ils pensent que parce qu'il s'est arrêté à 19% en 1992, il va encore espérer avoir même 5% en 2025. C'est des personnes qui sont arrêtées dans le temps. Et ils vont s'en rendre compte très bientôt, puisqu'il reste à peu près 12 jours à M. Paul Biya pour convoquer le corps électoral. Je pense, et c'est le seul peut-être moment où je suis d'accord avec Maître Achou, que quand on va arriver à l'instant fatidique, ils se rendront compte à quel point ils s'étaient endormis. Et que quand on dit 43 ans de Paul Biya, ce n'est pas 43 jours. C'est un temps énorme qui s'est écoulé. On ne peut pas être, que ce soit M. Bellouba, M. Tiroma, peut-être même, supposons, faisons un exercice de fiction extraordinaire, de science-fiction même, et imaginons qu'ils sont vraiment sincères dans leur démission, dans leur décision de se désolidariser de cette alliance-là. Quel mépris que de venir se présenter comme candidat à la présidentielle tout de suite après. Pourquoi ne vont-ils pas soutenir d'autres candidats qui travaillent avec les Camerounais et s'opposent réellement, malgré toutes les barrières que l'administration à laquelle ils ont appartenu, mais pour empêcher les meetings de se tenir, pour empêcher les déplacements de se faire, même les signatures de livres de se faire. Comment rassembler ces militants? On veut tous la paix, comme disait le membre de l'UNDP. On veut tous construire le Cameroun, réfléchir à un Cameroun où on peut envoyer ses enfants à l'école et y trouver du travail grâce à cette école-là, où on peut aller se soigner à l'hôpital et ne pas mourir à cet hôpital-là, où on peut traverser la route voyager de Yaoundé à Douala sans mourir dans un accident de la circulation.
C'est ça la politique, M. Achou. Réfléchir à ces solutions pour les Camerounais, et si possible dans le temps. Mais bon, comme vous avez décidé de patrimonialiser le Cameroun et décider que de toute façon les autres sont des variables ajustables et qu'il n'y a que vous qui avez la possibilité, on se croit en monarchie de droit divin, de gouverner ce Cameroun, continuez donc dans cette lancée-là. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont se réveiller dans pas très longtemps, conscients que le monde a enfin changé, a changé peut-être même depuis longtemps, mais ils ne s'étaient pas rendus compte. Et ces gesticulations, effectivement, de l'UNDP ou du FSNC, qui ont abandonné toute légitimité à s'opposer lorsqu'ils ont signé ce partenariat, pas une fois, qui a dû depuis 28 ans quand même, c'est pas peu. Je pense que voilà, c'est la preuve qu'ils étaient peut-être importants dans leur temps, mais ce temps est passé. Roland Tapi, il y a le remplacement de Issa Chiroma Bakary par Mounoune Photo, qui est ministre de la Jeunesse. Quel commentaire en faites-vous? Solution facile ou calcul politique? Juste une autre façon de montrer qu'on n'est même plus vraiment intéressé par ce qui se passe dans le gouvernement. Je veux dire, pour celui qui est supposé nommer les ministres, demander à Mounouna Foutsou d'aller remplacer Issa Chiroma, c'est un peu comme pour dire que Chiroma pensait même qu'il était quoi, en réalité. Parce qu'avant lui, il y a des ministres qui sont décédés, qui n'ont jamais été remplacés jusqu'ici. Des députés qui sont décédés, qui ne sont pas remplacés. Bref, l'efficacité, le dynamisme gouvernemental ne semble plus être une préoccupation essentielle. Ni pour le Premier ministre. Encore faut-il savoir si c'est vraiment le Premier ministre. Il faut plutôt dire que c'est le premier des ministres. Parce que dans un système comme le nôtre, où on dit que c'est un système parlementaire et autres, le président de la République devrait nommer le Premier ministre et lui donner peut-être une semaine, comme on voit ailleurs, pour qu'il fasse ce qu'on appelle les consultations et lui propose un gouvernement qui est nommé une autre fois par le même président de la République, certes, mais un autre jour. Mais vous constatez très bien qu'au Cameroun, si le Premier ministre et les autres ne sont pas nommés sur le même décret, on peut avoir la politesse de nommer le Premier ministre sur un décret et nommer les autres immédiatement sur un autre décret, ce qui n'est pas de nature à donner l'impression au Premier ministre qu'il a une certaine autorité sur les ministres du gouvernement, et ça se voit concrètement dans la pratique gouvernementale. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de dossiers que le Premier ministre regarde passer comme ça au-dessus de lui, ne sait pas d'où ça vient, où ça va, qui est en train de faire quoi et tout. Donc, lui demander de faire une communication actuelle par rapport à ce qui se passe, c'est presque au-dessus de ses moyens, en réalité, parce que quand Issa Chiroma partait, l'information que nous avons eue, c'est qu'il est venu donner sa lettre de démission au Premier ministre, qui lui a recommandé d'aller donner ça à Paul Biya, comme pour dire que lui, vraiment, l'affaire là, je ne sais pas, je n'ai rien à dire là-dessus, alors que c'est à lui, effectivement, que le courrier devait être déposé et à lui de le porter au président de la République pour dire que parmi les gens que je vous avais proposés pour mon gouvernement, il y a des défections et voici celui que je propose à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas communiquer là-dessus, ils ne peuvent pas faire quelque chose de vraiment réel, parce qu'en même temps, ici, on était dans un gouvernement qui fonctionne sérieusement. Immédiatement qu'on aurait déjà eu, parce que ce n'est pas le jour où Chiroma est parti, du moins, le jour annoncé, que le public a connu, que le pouvoir savait depuis longtemps qu'il partait. D'après un certain nombre. Et il y a un deuxième cas, le cas Bello. Le cas Bello également, on sait depuis longtemps. Le pouvoir est suffisamment renseigné pour savoir qui est en train de faire quoi à quel moment. Il devait être déjà préparé à communiquer immédiatement un communiqué du Premier ministre, une sortie même du président de la République, pour dire que voilà, le gouvernement est en train de traverser telle chose en remplacement de telle. Voici, nous allons proposer telle, et nous encourageons ceux qui parlent à continuer à penser au pays et autres. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ce remplacement, en réalité, qui est juste une façon de se moquer en quelque sorte des populations, parce qu'il faut se poser la question, est-ce que cela veut dire que Mounouna Foutsou était déjà très efficace dans son département ministériel, au point où on lui confie maintenant l'emploi et la formation professionnelle pour dire que s'il cumule les deux, ou bien c'est juste pour qu'il liquide les affaires courantes. Mais si ce n'était que ça, il y a un secrétariat général à la présidence, au ministère, qui pouvait gérer ça en attendant qu'on y nomme un ministre titulaire, si tant était que c'était pensé. Mais ce n'est pas le cas. Mais avant d'y arriver, je voulais quand même dire une chose, que
Le départ de l'UNDP, aujourd'hui du gouvernement et de Chiroma après, comme vous posiez la question tantôt, est-ce qu'il n'était pas opportun que l'UNDP se rallie à d'autres partis de l'opposition s'ils veulent vraiment le changement? Ça aurait été la chose à faire. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a des questions derrière. L'avocat est ici en train de dire qu'il y a des calculs politiques et qu'il ne faut pas être étonné qu'après des messes noires, des tractations, des dessous de table, il y ait des revirements à la dernière minute. Ouais. Ça nous laisse dubitatifs parce que si effectivement il y avait une intention de l'UNDP pouvoir changer ce qui est, il aurait réfléchi mûrement à partir même de son histoire. N'oublions pas qu'aujourd'hui, l'UNDP en lui-même ne représente pas grand-chose, il faut le savoir. L'UNDP aujourd'hui a combien de députés à l'Assemblée nationale? À peu près 7 députés. Ouais. Okay. Mais il faut noter qu'en 92, l'UNDP avait 68 députés. C'est vrai, on peut comprendre que les 68 députés étaient du fait que le STF avait boycotté les élections. Et les gens qui étaient vraiment dans la mouvance de voter autre chose que le RDPC ont voté l'UNDP, disons par défaut, mais ça lui a quand même donné 68 députés à l'époque. OK? Sauf que, et là, ça devient intéressant, le RDPC entre en négociation avec l'UNDP à l'époque parce qu'il veut avoir vraiment la majorité. La majorité présidentielle à l'Assemblée. Mais apparemment, Bello Bouba, président de l'UNDP, a demandé plus qu'il ne pouvait avoir. Il aurait été très gourmand. Il a refusé ce qu'on lui proposait comme poste gouvernementaux. Et le RDPC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on peut même se passer les toits. Il a commencé à décapiter l'UNDP en passant derrière le dos de Bello Bouba pour prendre Chiroma et Amadou Moustapha, qu'ils ont nommés au gouvernement. Bello Bouba les a exclus du parti. Et s'étant rendu compte, plus tard en 1996, avec les élections suivantes, qu'il avait peut-être raté quelque chose, parce qu'effectivement, en 1997, il y a les élections locales au mois de mars, à peu près. L'UNDP repart aux élections législatives, mais s'en sort avec, vous savez combien? 13 députés sur les 68 qu'il avait avant. Une différence de 55 députés. Et aux élections d'octobre 1997 toujours, Bello Bouba n'a même plus le courage de se présenter à l'élection présidentielle, comme ça a été le cas en 1992, parce qu'il sentait très bien que vraiment... Il était devenu impopulaire. Le parti avait révélé sa vraie face à l'époque. Ouais. C'est pour ça qu'il entre en négociation avec Paul Biya et crée l'alliance qui lui permet d'entrer au gouvernement. Et depuis lors, il est resté dans une moyenne de 5, 6, 7 députés, n'a jamais eu plus que ça. Ça veut dire que, de manière isolée, l'UNDP ne représente pas grand-chose. On va un peu. Maintenant, sorti du gouvernement, et immédiatement dit que je vais être candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'il faut donner plus de crédibilité à ce que le secrétaire national vient de nous dire au téléphone. C'est-à-dire que c'est une question... Il a dessiné le Cameroun comme un grand village où le père est mort en laissant l'héritage à ses enfants. Entre-temps, il y avait un enfant qui dirigeait les choses et l'autre enfant vient de constater que lui n'est plus en capacité de faire. Il veut à tout prix le bousculer pour prendre l'affaire. Donc, on nous présente le Cameroun là comme un village appartenant à une dynastie dont les héritiers ont l'obligation de s'assurer de la continuité de l'héritage. Conçu comme ça, ça devient encore plus inquiétant pour les Camerounais. Parce que ce système laissé par Ahidjo, qui était hérité de la colonisation et qui a été perpétué par le régime Biya, on est en train de nous faire savoir qu'il va encore être davantage perpétué par Bello Bouba. Ça veut dire que 70 ans après, on ne serait pas sorti du néocolonialisme. Ça devient dangereux. D'où la prudence dont les Camerounais devraient faire preuve en ce moment par rapport à ce qui les attend devant. Et pendant que vous développiez les différents scénarios d'entrée de coalition de l'UNDP avec le pouvoir, cela a arraché un rire à Maître Julius Achou qui se dit, je vous ai dit, hein, les choses se négocient. En tout cas, on va fermer la parenthèse sur le remplacement d'Issa Chiroma avant de revenir sur la question des partis de la majorité présidentielle. Maître Julius Achou, pourquoi Monono Futso? Pourquoi lui pour remplacer son compère du gouvernement parti? Pourquoi pas un autre
un autre militant de la première heure, par exemple, du parti au pouvoir. Moi aussi, je me suis posé cette question. Mais pourquoi? C'est pas normal qu'un ministre, n'est-ce pas, j'ai des portefeuilles au même moment. Pour moi, personnellement, je trouve ça un peu incorrect. Intellectuellement, je peux pas, moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas accepter qu'on peut laisser ça faire. Ouais. Vous savez qu'ici au Cameroun, vous voulez, vous ne voulez pas, on a deux cultures qui ne vouloir se mettre ensemble. Le Premier ministre est de culture anglophone. Et lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne comprend pas, il se réserve. Il se met de côté. Nous sommes comme ça. Ouais. On prend des réserves pour voir mieux de et quoi on observe. On ne réagit pas, n'est-ce pas, spontanément. Il faut comprendre. Il faut chercher à savoir pourquoi. Parce que s'il y a des erreurs, on peut facilement le corriger. Ouais. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas qu'on devrait laisser un individu gérer des ministères à la fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. Et quand on voit le mécanisme utilisé, ce n'est pas le SG, le Premier ministre, le Premier ministère, qui doit le faire. C'est une note justement du le ministre a été nommé par un décret présidentiel. Ouais. Donc c'est le président de la République qui doit prendre ses dispositions. Soit il instruit le Premier ministre, comme il a fait dans le cas, n'est-ce pas, du ministre, n'est-ce pas, des mines. Ouais. Il instruit le Premier ministre de le faire, mais pas à travers le secrétaire général. Bon. Le secrétaire général du Premier ministère. Dans tous les cas, je trouve ça un peu compliqué. Mais vous savez, lorsque quelque chose est fait, on doit le constater. Mais au lieu, n'est-ce pas, de prendre ça du côté négatif, on doit commencer à voir comment on peut faire pour que ça soit bénéfique aux Camerounais. Est-ce que ce n'est pas pour confirmer la thèse de certains observateurs qui estiment qu'il y a trop de ministères au Cameroun? On a disséqué les terminologies, on a éclaté des ministères. Est-ce que ça ne confirme pas finalement cette thèse pour voir les choses positivement? Pas du tout. Parce qu'il va gérer des ministères qui existent. Ouais. On n'a pas jumelé les ministères. Il y a des ministères qui existent et je ne sais pas comment il va faire. Il va se partager. Et moi, je pense que c'est très compliqué également pour lui, malgré cet honneur. Mais c'est très compliqué pour lui pour le faire. Mais je sais que c'est un truc qui est éphémère. Ouais. D'ici peu de temps, ça va se régler. 3-4 mois, oui. Et nous ne sommes pas au paradis. Okay. On peut faire des erreurs, on peut faire des choses qui ne vont pas. Mais l'essentiel, c'est quand tu tombes, il faut se soulever. Mais quand tu tombes, tu restes par terre, c'est là où c'est mauvais. Alors, je souhaiterais que l'on évoque les départs du FCCNC et de l'UNDP, pas par rapport au RDPC, Maître Julie Sachou. Alors, d'après vous, est-ce que ce changement marque une fracture profonde dans la majorité présidentielle? Car ce sont quand même les deux cadors de cette majorité présidentielle qui sont partis. Dès l'entente de mes propos, j'avais dit, on n'a pas encore convoqué le collège électoral. C'est prématuré de commencer à parler s'il y a... Mais tout de même, les actes qu'ils ont posés ne sont pas banalisés. Ils étaient ministres du gouvernement. Oui, parce que M. Bello-Boba n'a pas encore démissionné de son poste de ministre. Il est toujours ministre d'État. N'est-ce pas, ministre du tourisme. Il n'a pas encore démissionné. Mais, oui, comme vous le dites, comme vous êtes dans sa tête, vous pensez comme lui, ok, bon, on attend. Qu'on va le couper, disent qu'il a déjà déposé la démission. Non, vous pouvez le couper ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans la tête. Vous n'êtes pas dans la tête de M. Bello-Boba. Quand cela ne tienne, il a déclaré ouvertement que je serai candidat. Il n'a pas dit que je veux démissionner. Donc, en attendant, n'est-ce pas, on a eu le secrétaire Maïdadi Sédou qui nous a dit que c'est la voie normale. C'est une obligation même. C'est une obligation lorsque le collège électoral serait convoqué. Pour le moment, ce n'est que la prospection pour voir comment ça va se passer. Il est en train de tester sa popularité. C'est tout. C'est comme ça, c'est normal. C'est la politique. Si on trouve, je ne sais pas pourquoi il y a d'engouement derrière tout ça. C'est la politique qui joue. C'est un fin politicien. Je l'apprécie pour ça. Il vous lance, il vous laisse parler. Lui, il ne bavarde pas beaucoup. Mais M. Bello ne bavarde pas beaucoup. Sa lettre, le fait qu'il serait candidat, était fait dans 5 secondes. C'est tout ce qu'il a dit. Et tout le monde
Maintenant, ça part dans tous les sens. C'est ça la politique. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il n'a insulté personne. Il a dit c'est candidat. Point. Rien d'autre. On va apprécier comme nous voulons. Ça donne à la télévision, n'est-ce pas, de quoi parler. Hein. Nous sommes en train de débattre de ça maintenant. Sinon, les journalistes sont côté contents. Ça édifie. On va donner matière, n'est-ce pas, à faire parler. Bon, c'est normal. J'ai dit à mon jeune frère, ça vous donne une expérience. Les vieux, faites attention. C'est que vous avez dit les choses très compliquées là, en pensant que c'est facile, n'est-ce pas, d'enlever les vieux là où ils sont. Faites attention. C'est lorsque vous allez le nez qui coule le sang que vous allez comprendre qu'il faut toujours composer avec les vieux. Faites attention. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. La démocratie, c'est quelque chose qu'on a adopté n'est-ce pas, pour essayer de gérer ça avec nos réalités. On doit faire attention. Et on a tropicalisé la démocratie en fonction des zones où on se trouve. Non, c'est pas encore tropicalisé. Nous sommes en train de vouloir le faire. Parce que dans ça, on voit le liège quelque part, alors qu'en Afrique, il n'y a pas de liège. Cette histoire vient d'ailleurs. Mais je vais vous faire remarquer qu'à ne pas mentir, il y a des gens qui respectent le lamido, le sultan, le chef de village, que le président de la République. Vrai ou faux? Tout à fait. Et ils suivront la voie de ces autorités traditionnelles-là. C'est les despotes. Donc, c'est des choses à l'Afrique qu'on doit comprendre. Vous voulez pas. Si votre chef entre ici, vous allez vous élever. Mais le président voulait l'insulter, vous dites qu'il a fait 40 ans au pouvoir. Parce que le chef qui a même fait 100 ans, c'est les coutumes. Comme sa majesté, voilà. On doit mélanger maintenant on doit respecter la démocratie des Blancs et nos coutumes pour que ça marche. La démocratie on ne le veut pas. Aboubakar Amadi, oui, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport à ce qu'il est en train de dire que l'UNDP, le Bele Bouba, n'a pas démissionné définitivement et il peut revenir, il ne peut jamais revenir. Parce que quand quelqu'un a bien réfléchi avant de proclamer... C'est une rupture radicale alors. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus revenir sur ça. Ils vont demander aussi les membres de l'UNDP qui travaillent dans l'OS, qui sont les fonctionnaires aussi démissionnés. Est-ce qu'ils vont démissionner aussi? Aboubakar, peut-être après les membres peut-être après les membres. Peut-être ils démissionneront. C'est compliqué. Quand je dis c'est très compliqué, vous pensez que c'est peut-être ils démissionneront après les membres du RDP. Ils attaquent quoi? Ils sont fonctionnaires. Aboubakar Amadi, à quoi renvoie cette annonce de candidature de Bele Bouba sans faire de bilan? Il n'a pas fait le bilan de sa présence, de sa collaboration avec M. Paul Biya. J'espère que quand il a dit qu'il se présente comme candidat au présidentiel, ça veut dire qu'il a d'abord fait son bilan intérieurement avant de déclarer. Mais on aurait aimé connaître ce bilan-là. Benjamin Ngonga, à quoi ça renvoie? Issa Tiroma, on l'a écouté, qui a quand même fait les états... Parce que je n'ai pas fini. Oui, je vous en prie. Il a fait le bilan, il a vu que ça n'a pas donné. Ouais. Ça n'a pas donné comme il voulait. C'est pour cela qu'il a déclaré ouvertement. Parce que quelque chose que tu sais que ça ne peut pas marcher, je ne peux pas déclarer pour que les gens comprennent et voient ma faiblesse. C'est comme ça. On peut dire que lui aussi est comptable de cette gestion-là. Il préfère ne pas se prononcer de manière officielle. Benjamin Ngonga, je parlais d'Issa Tiroma, qui a quand même fait les états de la situation au Cameroun, qui a conclu en disant que 43 ans de pouvoir, c'en était trop. Il fallait la rupture absolue avec Paul Biya. Par contre, chez Bele Bouba, il n'y a pas eu mot. On a juste cette annonce de candidature. Oui, même chez M. Tiroma, malgré les 24 pages de son annonce. Il n'y a pas eu de bilan, mais on a eu des esquisses de mea culpa, si on veut lire entre les lignes. Il faut avoir fait Bac plus 15, peut-être, pour essayer de ressortir ces esquisses-là. Je pense que non, et c'est peut-être la dernière intervention du représentant de l'UNDP qui montre à quel point c'était pas du tout ce qu'il cherchait. Il a dit ils ont fait un bilan intérieur. Et ce qu'ils se sont rendus compte, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour eux, en tant qu'alliés du RDPC. On ne parle pas de personnes qui considèrent le Cameroun une fois de plus. C'est ça que je suis en train de dire depuis le début, et ça montre à quel point ça sort d'un autre temps.
qu'un ministre comme M. Bello, je veux dire, je ne sais pas ce que M. Bello n'a pas eu dans ce Cameroun. Il a été Premier ministre, le premier même de M. Biya. Il a été ministre d'État. Il a été secrétaire général dans des ministères. Je ne sais pas quel type de titre, d'ambition, de rôle il n'a pas. Il a été député de la nation. Pareil pour M. Chiromé, il a été député à plusieurs reprises. Il a été ministre. Donc, c'est pour dire que c'est des personnes qui ont tout eu. Mais qui, arrivé au soir de leur vie... Peut-être il n'est jamais trop tard pour bien faire. Justement, arrivé au soir de leur vie, ils se sont dit qu'il fallait justement pour enfin bien faire des choses pour les Camerounais. Faire le bilan. Même quand vous voulez demander, dire que vous vous reconvertissez dans la culture chrétienne, vous commencez par aller chez le confesseur, chez le prêtre, pour dire « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Et vous citez vos péchés, avant que peut-être Dieu vous pardonnera et vous permettra de recommencer une vie de nouveau, laver de tous ces péchés-là. Mais eux, ils sautent directement à l'étape d'après. Ils veulent commencer une nouvelle vie, en devenant même président de la République, sans dire ces péchés. Ils sont comptables de tous les péchés de ces 43 ans. Et peut-être même plus haut, puisqu'on remonte, puisque les deux nous disent même qu'ils sont les enfants du président Ahidjo. On est dans la continuité de la colonisation. Et le Cameroun est le seul pays qui, depuis les indépendances, n'a pas connu d'alternance. Parce que justement, on a cet héritage qui se passe de père en fils et qu'on veut transmettre au petit-fils, d'après ce qu'on entend. Monsieur Ousmane Mey nous disait hier dans un autre média qu'il y a des tractations qui se font avec Franck Biya. Bref, c'est pour dire qu'ils ont compris que... Attends, c'est pour ça qu'ils intègrent la chose, c'est leur affaire à eux. Ça ne concerne pas les Camerounais. Et comme dit monsieur Achou, ça se règle là entre nous, peu importe ce que les Camerounais vont décider d'aller faire quand ils vont aller dans les urnes. Je dis non, la nouvelle génération ne fonctionne pas comme ça. Et elle va leur rappeler. Nous sommes en 2025, 70% de la population n'était pas là en 92. Mais que peut la jeunesse, Benjamin? La jeunesse, elle dit, premièrement... Ceux que vous appelez les vieux semblent enracinés, ils ne veulent pas... Non, ce n'est pas une question générationnelle. Ce n'est pas une question générationnelle. Je vous ai parlé de la nouvelle génération. Ce n'est pas une question de jeunes contre les vieux. Parce que dans la nouvelle génération, il y a des vieux qui ont... Vous les représentez? Laissez-moi expliquer, répondre à votre question. Il n'est pas une question de dire, quand on est jeune, on va forcément s'opposer aux vieux. Il y a un constat qui est fait, c'est que ce sont des vieux qui sont en train d'animer ce théâtre, cette théâtrocratie-là, qui ont tous plus de 70 ans. Ça, on est d'accord. Mais dans la population camerounaise, il y a des jeunes et des moins jeunes qui représentent le Cameroun d'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ne sont pas restés bloqués en 92. C'est ça que je suis en train de dire. Et ceux-là, c'est ceux que nous comptons représenter. Oui, le MP3, Mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, entend représenter tous les Camerounais en âge de voter. Et leur a dit, depuis que nous sommes légalement partis au Cameroun, allez vous inscrire sur les listes électorales, travaillons sur le terrain pour envoyer un message à ceux qui sont restés bloqués en 92 que le Cameroun a changé, parce que le monde avait changé. Qu'est-ce qu'on peut? On peut faire des choses parce que malgré l'autocratie à laquelle aspire M. Achou, le Cameroun s'est doté dans son histoire quand même de textes et de choses qui permettent de faire en sorte que même quand les autocrates là, veulent nous empêcher de faire, on trouve des espaces pour exister. On trouve des moyens de venir contester cette illégitimité-là. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Qu'un Premier ministre soit incapable de dire à ses ministres « Oui, bon, ok, si tu veux démissionner, ben laisse-moi ta lettre de démission et tu t'en vas et je mets un remplaçant. » Des ministres meurent. On a un ministre par intérim toujours depuis la mort de M. Dodo qui est au ministère des Mines. On se retrouve avec des PCA qui passent 30 ans, alors même qu'on a des textes, des lois qui ont été votées par les députés. Quel aveu d'échec, quelle insulte à ces députés-là. Vous avez voté une loi qui dit qu'on peut rester PCA plus de 6 ans et des gens sont là PCA plus de 30 ans. Mais bon. Pas 30 ans. Des ministres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent pas se réunir. Comment on fonctionne? Comment on fait? On nomme ce secrétaire de l'ENAM. Vous permettez à Boubacar Amédi de réagir à propos? Ce que vous avez parlé le bilan, quand on parle du bilan, ce n'est pas, l'UNDP ne parle pas du bilan personnel, hein. C'est le bilan général. Oui, le bilan parce qu'il a vu que le bilan général, ça n'a pas donné. Non, c'est le bilan du parti d'abord, en tant que UNDP. Vous auriez dû dire, M. Bello Bako, M. Chiroma de son côté aurait pu dire « Je suis comptable de ce que nous sommes dans la misère au Cameroun aujourd'hui. » 40 ans, 43 ans après. Il ne faut pas qu'on déclare ouvertement, parce que ça, on ne peut pas déclarer. Ce que ton programme que tu fais, tu ne dois pas dévoiler en public avant de gérer cela. Non, parce que ce n'est pas crédible, monsieur. Ce n'est pas crédible. Imaginez que... Benjamin, vous concluez, vous chutez. Non, mais monsieur, je termine par là. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Parce que quand on ne commence pas à dire « Je suis comptable », il a annoncé sa candidature. Avant de l'annoncer, il doit commencer par dire « J'ai un bilan ». Puisque c'est le cas, on le sait. Voici le bilan que j'ai fait
en étant 28 ans marié au RDPC. Ça va marcher parce que j'ai essayé ça n'a pas donné, j'ai essayé ça n'a pas donné. Et maintenant, je sors de cette alliance-là, je retourne dans l'opposition, mais ça ne peut absolument pas être que ce soit M. Belouba ou M. Chiroma qui soit le nouveau candidat. Laissez les opposants, les vrais, qui sont restés à travailler avec les Camerounais, dans le MP3, proposer des solutions et apportez-le à votre expérience si vous pensez que vous en avez, qui peut être utile aux Camerounais. Roland Tapi, on sort avec vous. Quelles peuvent être les attentes de ces nouveaux leaders de la scène présidentielle au Cameroun, compte tenu du poids de l'un et de l'autre? En principe, en principe, il ne devrait pas avoir d'attente parce qu'effectivement, ils ont eu l'occasion de faire quelque chose. 28 ans pour Belouba, Magari et 20 ans pour Issa Chiroma. On n'a rien eu. Ce n'est pas eux qui devraient avoir des attentes. Vraiment, ils sont des has-beens. En fait, en réalité, ils sont de la même génération que tous ceux qui sont là depuis. C'est plutôt les populations qui ont des attentes envers eux. De libérer tranquillement l'espace pour laisser la place à une nouvelle génération pour proposer autre chose. Maître Julius Achou, au RDPC, on a envie de croire que vous buvez du petit lait, de voir qu'ils sont de plus en plus nombreux dans l'opposition et finalement ça arrange les affaires du RDPC. Non, pour l'opposition... Vous avez beaucoup souri sur le plateau. Je voulais faire signaler que, en ce qui concerne les problèmes des jeunes, M. Chiroma a été nommé pour régler ces problèmes, justement dans son ministère. Formation professionnelle. Formation professionnelle. Mais vous pouvez même remarquer que en plus, c'est lui qui signe les visas sur les contrats des expatriés. On a plus des expatriés au Cameroun qu'avant, lors de son ministère, dans son ministère. Il suffisait seulement pour lui de venir contrôler, n'est-ce pas, les expatriés qui travaillent au Cameroun, n'est-ce pas, sans visa, pour donner la place aux jeunes de travailler. Moi, je suis content qu'ils s'en vont même. Parce que, non, bien sûr, vous voulez que je mange. Vous aimez mentir. Moi, je ne mange jamais. C'est la vérité. Non, c'est vrai. Sur le plan politique, il n'est pas compatible. Mais moi, je parle des secrets de contact. Finalement, vous êtes nombreux à vouloir que le ministre parte. Il y a un ministre qui a critiqué les routes. C'est lui qui autorise, n'est-ce pas, les expatriés de travailler au Cameroun. Pourquoi il les a autorisés? Pourquoi il ne veut pas contrôler, n'est-ce pas, dans les sociétés? Il y a beaucoup de blancs, beaucoup d'expatriés, des étrangers qui travaillent, alors que le Cameroun sans intention d'être raciste. Bon, c'est pour raison que, quand vous voulez blâmer le RDPC, n'est-ce pas, il faut tenir en compte que le RDPC gère le Cameroun avec les Camerounais. Quand on vous met dans un endroit, n'est-ce pas, pour travailler, il faut travailler. C'est tout. Le RDPC gère le Cameroun avec ses alliés. Avec les Camerounais. Merci à vous, Maître Julius Achou, Aboubakar Ahmedi, Benjamin Ngonga et Roland Tapi. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en compagnie de Balafon Télévision. C'est avec le même plaisir qu'on va se retrouver demain quand il sera 19h30. Bonne fin de soirée à tous.